Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne Communauté Séfarine, qui est dédiée à la finance participative. Je suis Karim Belgeloun-Tumi, un franco-marocain de 37 ans, marié avec 2 enfants, et je suis conseiller en gestion de patrimoine, spécialisé en finance participative, titulaire d'un diplôme de conseiller en gestion de patrimoine en France et d'un certificat de finance islamique. Je souhaite développer mon activité en France et au Maroc, et en lançant cette chaîne, je ne me place pas du point de vue d'un savant, simplement d'un praticien qui s'intéresse à la discipline, qui s'intéresse aux principes qui régissent la finance participative, en m'appuyant aussi sur mon quotidien en tant que conseiller financier. Je ne prétends pas définir la vérité. Je souhaite simplement partager une lecture personnelle de concepts qui sont complexes, sans jamais me substituer aux savants ni prétendre à leur ilm, à leur connaissance. Et je vous laisse bien sûr le soin de vous forger votre propre opinion. Je m'engage à publier sur cette chaîne tous les dimanches, donc une fois par semaine, sauf cas de force majeure. Et on va commencer par finalement une série de vidéos qui va commenter l'ouvrage du professeur Hassan Ben Mansour sur la thématique de l'islam et le riba. Mais avant d'en arriver là, qu'est-ce que la finance participative ? Alors la finance participative, c'est un ensemble de produits et de services financiers qui sont conformes aux principes éthiques de la loi islamique. Mais attention, il ne s'agit pas d'une finance qui serait purement religieuse, qui serait réservée aux seuls musulmans. C'est une finance qui est ouverte à tous. C'est une approche qui est plus responsable de la finance. On l'a vu à travers notamment la résilience des institutions bancaires participatives pendant la crise de 2008. Et c'est une finance dont l'objectif est de financer l'économie à travers des projets concrets, des logements, des laboratoires d'analyse médicale, des salles de sport, des écoles, des cliniques, des infrastructures, de grandes entreprises, mais aussi des startups, tout en évitant la spéculation et l'endettement excessif. Le terme finance participative est utilisé dans plusieurs pays, en Turquie, au Maroc, et il traduit bien cette philosophie de coopération, de partenariat qui anime ce modèle. On parle d'équité, on parle de responsabilité, on parle de partage des risques, des principes qui parlent à tout le monde au-delà des croyances de chacun. Et donc ce terme, c'est aussi un terme qui est plus inclusif, qui est plus neutre et qui permet finalement d'échanger dans des cadres légaux et bancaires, comme au Maroc par exemple depuis la loi de 2015 sur la finance participative. Ce modèle s'oppose finalement au modèle conventionnel basé sur le prêt à intérêt, mais pour proposer aux gens une alternative. C'est avant tout proposer aux gens une alternative en se basant sur 5 grands principes. Le premier principe, il part du principe que l'intérêt, donc le riba en arabe, n'est pas permis. C'est-à-dire que toute rémunération fixe ou garantie de capital qui est indépendante du résultat d'une activité économique constitue une forme de riba et est donc prohibée. Le rendement ne va être licite que s'il est adossé à une prise de risque réelle, à une activité économique effective. Et c'est ce principe qui va établir une relation finalement entre le capital et le travail. Ensuite, on a l'interdiction du gharar, ce qu'on appelle l'incertitude excessive, et du meysir, ce qu'on appelle le jeu ou la spéculation. Et donc, tout profit qui va s'appuyer sur du meysir ou du gharar est interdit, et ça, on le voit à un niveau contractuel. Donc, le niveau d'incertitude doit être maîtrisé pour ne pas affecter la validité de consentement des parties prenantes. Les transactions doivent être claires, elles doivent être écrites, elles doivent être exemptes de tromperie. Le troisième principe, c'est que la finance participative repose sur un principe de partenariat. Le capital et le travail sont associés, on est sur un principe de partage des profits et des pertes, et les parties prenantes vont décider ensemble d'un ratio qui est convenu à l'avance, qui est écrit dans le contrat, et quand il y a des pertes, elles vont être supportées ensemble en fonction de la contribution au capital. Le quatrième point, c'est que tout contrat doit être adossé à un actif tangible. Donc c'est des biens et des services réels. On ne peut pas être sur des instruments qui sont purement financiers. On ne peut pas faire des transactions sur des sommes d'argent. Enfin, les investissements, c'est le cinquième principe, doivent concerner uniquement des activités
selon l'éthique islamique, qui sont licites, et donc on va exclure toutes les activités néfastes, comme l'alcool, comme le tabac, comme les jeux de hasard, comme les contenus pour adultes, comme l'armement, comme voilà, le fonctionnement usuraire. Donc tout ça va être, tout ce qui touche à la dignité humaine va être mis de côté. Et en gros, il s'agit donc d'avoir une relation plus saine entre l'argent, le travail et la société. Parlons maintenant de cette première série de vidéos. Donc c'est un ouvrage qui est très intéressant et qui met en lumière le riba à travers différentes analyses tout au long de l'histoire. Et l'auteur fait un effort finalement d'ijtihad et confronte des avis de personnes donc, qui disent que l'intérêt bancaire est du riba, d'autres qui disent que ça ne l'est pas. Et ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'on a quand même une majorité de savants, Allahu Alam, qui disent que intérêt et bancaire et riba, c'est quelque chose quand même de similaire ou de très proche. Sans rentrer dans tous les détails de l'ouvrage, disons que en introduction, l'auteur va nous citer les différentes techniques qui sont utilisées en finance participative, en indiquant que ce sont simplement des techniques qui sont là pour contourner cette interdiction de recours au taux d'intérêt. Alors, c'est factuellement faux, on va le développer tout au long des vidéos, c'est-à-dire que contournement ou pas contournement, ce qui est important, c'est sur quoi sont assises ces transactions. On prend le cas par exemple de la transaction Murabaha, où la banque va acheter pour le compte du client un bien qu'elle va posséder en propre et qu'elle va ensuite lui proposer à la vente avec un échéancier de paiement. Eh bien, la transaction, elle est autour d'une transaction immobilière, d'un bien qui est tangible, et non pas autour d'une somme d'argent. Et on n'a pas de problème à proposer un paiement échelonné ou un paiement différé en finance participative. Alors, on entre aussi dans d'autres considérations sur qu'est-ce que le riba? Est-ce que le riba est uniquement la forme d'intérêt qui était pratiquée à l'époque anté-islamique, ou un prêteur proposait une somme d'argent à un emprunteur qui devait rembourser à une échéance donnée, et si l'échéance atteinte, l'emprunteur n'était pas en mesure de payer, il faisait face à un intérêt de rééchelonnement pour avoir un délai supplémentaire, et c'est cet intérêt qui serait du riba. Bon, tout ça, ce sont des choses qui vont être développées tout au long de nos vidéos. Ce qui est important de garder finalement à l'esprit, c'est que cette question-là, donc le lien entre le riba et l'intérêt bancaire, est une question qui est très complexe et qu'il est très difficile de trancher. Et l'idée, ça va être de vous donner des clés de lecture autour de cette question-là pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion. J'espère que cette série de vidéos vous plaira, et je vous invite à partager la chaîne, à commenter, à liker, à partager à vos connaissances et à échanger sur le sujet. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.